Bonjour, donc c'est une petite vidéo pour profiter de la période du bac pour donner un peu des notes à nos dirigeants et à notre propriétaire et aussi pour revoir un peu les projections financières à l'aune des dernières informations Alors, dans les informations qu'on a eues, déjà la saison 2022 s'est terminée sur le plan comptable le 30 juin, ce qui nous permet d'avoir un panorama complet. On a des éléments qui ont fuité à la suite du passage auprès de la DNCG. Notamment, on a appris que l'OM avait effectué un coup d'accordéon avec donc une réduction et une augmentation de capital qui sont désormais parus au journal officiel et qui donnent donc à l'OM un capital social désormais de 80 millions d'euros. On verra ce que ça veut dire pour les capitaux propres de l'OM, ce qui est une autre chose. L'augmentation de capital, on a appris par l'équipe qu'elle avait eu lieu à travers la conversion d'un compte courant d'actionnaire de 60 millions d'euros, et d'autre part que 20 millions d'euros additionnels avaient été apportés sous la forme d'un compte courant bloqué pour la saison 2022-2023. Les comptes courants d'actionnaires, eux, ils étaient à zéro au 30 juin 2021. Donc c'est facile de savoir que les 60 millions d'euros de comptes courants d'actionnaires, c'est des comptes courants d'actionnaires qui ont été apportés durant la saison 2021-2022 à l'issue de la clôture des comptes 2021. Alors moi j'ai pris des hypothèses pour remettre à jour le modèle qui tiennent compte déjà de toutes les arrivées jusqu'à celle de Souleymane Isaac Touré qui est arrivé le 1er juillet. On a donc un budget encore pour le mercato que j'estime à 30 millions d'euros sans avoir plus d'informations à ce sujet. J'ai considéré qu'on pourrait avoir environ 5 millions d'euros de salaire additionnel par rapport au niveau de masse salariale actuel du club. Attention, tout ça, c'est une hypothèse de travail. Au niveau des ventes, le modèle prévoit la vente des joueurs qui sont indésirables au club, comme Douye Caleta-Car, Alvaro González, Luis Enrique, Kevin Strootman, Jordan Amavi et Nemanja Radonjic. J'ai estimé qu'on pouvait tirer 13 millions d'euros au total de ces ventes-là, ce qui permet d'équilibrer les comptes. Ça peut varier, je suis conscient du fait que ça pourrait ne pas être ce montant-là. Attention, ce montant-là, il ne tient pas compte des salaires qui restent à verser de ces clubs-là, puisque moi je considère qu'on continue à payer tous ces salaires-là jusqu'à la fin de la saison. Donc à ce niveau-là, l'impact il est pris en considération. Du coup, ça nous fait la possibilité de recruter davantage de joueurs si on arrive à vendre pour plus que ça, ou de libérer davantage de masse salariale si jamais on arrive à vendre ces joueurs-là avant le 30 juin 2023. Alors, ce que ça donne sur le plan des projections financières, alors déjà, je me base sur les comptes officiels de l'OM qui sont disponibles sur le site de la DNCG pour toute la période qui va jusqu'au 30 juin 2021. Et puis, j'ai fait moi-même des estimations pour le 30 juin 2022 que vous pourrez voir ici. Alors, ces estimations-là, elles nous donnent des informations suivantes. Déjà, j'ai mis à jour toutes les informations possibles sur les recettes et j'ai essayé d'être aussi cohérente que possible concernant les produits hors mutation. J'ai pris des hypothèses qui me paraissaient raisonnables également concernant les exonérations de cotisations sociales liées à la crise Covid en me basant sur les exonérations dont avait bénéficié l'Olympique lyonnais, notamment pour la saison 2021-2022, et en estimant qu'on pourrait bénéficier d'exonérations similaires proportionnellement. J'ai prévu également des projections d'amortissement qui sont détaillées en fonction des dates précises d'arrivée, de départ de chacun des joueurs, en fonction de l'exercice des options d'achat et en me basant sur les informations qui concernent la valeur des transferts qui sont disponibles sur Transfermarkt à défaut de mieux. Et je me base uniquement sur des transferts qui sont effectivement réalisés, hormis les hypothèses que je vous ai citées pour la saison 2022-2023 qu'on reverra dans un instant. Le résultat des opérations de mutation, je me suis bien creusé la tête pour essayer de savoir ce qu'il pourrait y avoir dedans cette saison 2021-2022. Je ne vois que le transfert de Benedetto et le transfert de Sakai qui ait un vrai impact sur le résultat. Le transfert de Benedetto a un impact négatif parce qu'il restait une valeur résiduelle du transfert de Benedetto à financer. Ça fait à peu près 2,5 millions d'euros qu'on devrait perdre sur le transfert de Benedetto après tous les amortissements du transfert de Benedetto jusqu'au 30 janvier ou la date précise de son transfert, dont je ne me souviens plus exactement. Il y a également Hiroki Sakai qui est parti, qui lui nous a rapporté un peu d'argent puisqu'il était arrivé gratuitement et
dont son transfert était tout bénef. Donc au total, ça nous fait à peu près 1,5 million de résultats d'opération de mutation nette. J'ai considéré que l'accord CVC, il avait été signé avant le 30 juin et que par conséquent, il rentrait dans le résultat exceptionnel de l'année en cours, même si on n'en avait pas encore reçu le paiement. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Pour l'année 2022-2023, j'ai estimé qu'on allait avoir des revenus largement en hausse grâce à la Ligue des Champions notamment, qu'on allait avoir une masse salariale contrôlée de l'ordre de 115 millions d'euros. Là-dessus, je peux me tromper, c'est possible qu'on augmente la masse salariale. On a encore de la marge dans les projections financières que j'ai proposées pour augmenter cette masse salariale. Néanmoins, ça impacterait le résultat net forcément. Il y a des transferts effectifs et également les 30 millions d'euros que je vous ai mentionnés, qui sont une hypothèse que j'ai budgétée là-dedans dans les amortissements des indemnisations. J'ai un objectif de résultat sur mutation de l'ordre de 9,5 millions d'euros qui correspond en partie à la vente des joueurs que je vous ai cités précédemment. Tenu compte de l'affaire Papgate dans les résultats exceptionnels de la saison en cours avec une dépense exceptionnelle à hauteur de 5,5 millions d'euros provisionnés et également l'accord CVC qui rapporterait lui 37,5 millions d'euros, ce qui explique que net vous avez 32 millions d'euros de résultats exceptionnels. Et l'objectif de Franck McCourt et de Longoria pour la saison 2022-2023, j'estime que ça doit donc être d'arriver enfin à l'équilibre et d'avoir un résultat net à peu près neutre. Ce que ça donnera sur le bilan, si on arrive à réaliser à peu près ce projet-là, ça devrait nous donner, alors j'ai tenu compte bien entendu des capitaux propres de 2021 qui ont été augmentés ou plutôt réduits par le résultat net de 2021-2022 que j'ai donc estimé à environ 15 millions d'euros négatifs et qui a également été affecté par l'augmentation de capital de 60 millions d'euros. C'est pour ça qu'au total, vous vous retrouvez avec des capitaux propres de 40 millions d'euros. Alors c'est pour ça que je suis à peu près sûr de mon coup pour ce qui concerne le résultat net de 2022, puisque les capitaux propres doivent faire à peu près 40 millions d'euros pour faire au moins la moitié du capital social qui fait désormais 80 millions d'euros. Donc on sait que le résultat net de la saison 2021-2022, il doit être probablement de l'ordre de 15 millions d'euros, si ce n'est meilleur que ça. Donc 15 millions d'euros de pertes, ou peut-être un peu moins de pertes, ou peut-être même un équilibre financier pour la saison 2021-2022. Mais en tout cas, ça ne peut pas tellement être plus que 15 millions d'euros qu'on a perdu, puisque sinon, ça nous ferait moins de 40 millions d'euros de capitaux propres, et donc moins de la moitié du capital social, et donc ça ne justifierait pas l'augmentation de capital qu'on vient juste d'avoir. D'autre part, on a entendu parler de ce compte courant d'actionnaire qui a été bloqué par Franck McCourt pour permettre de passer la DNCG, donc il est reflété ici. Et on a également ce paiement de CVC que j'ai compté ici au bilan comme une créance, donc que j'ai compté à part ici pour vous l'illustrer précisément. Je ne pense pas que dans les comptes définitifs, ça apparaîtra forcément séparément, mais pour vous montrer que ce paiement de CVC, il est compté ici dans le bilan. Maintenant, du côté de l'année 2022-2023, on attend un deuxième paiement de CVC qui devrait arriver donc de la même manière plutôt en juillet 2023 après avoir été facturé en quelque sorte en mai ou en juin 2022, en mai ou en juin 2023, pardon. Et enfin, maintenant, si on doit faire l'analyse du travail de Pablo Longoria un petit peu pour voir ce qu'il a fait bien ou pas bien. Alors, il y a un truc qui est très important à regarder, c'est les investissements qui ont été faits en net sur le marché des transferts. On en a senti l'impact sur la saison 2021-2022. Là, j'ai compté 73 millions d'argent investi au total sur le marché des transferts. Une partie de cet argent-là, il est passé par le compte de résultat à travers les amortissements et à travers également le résultat des opérations de mutation. Une partie de ça, il est passé par le bilan avec l'augmentation des dettes sur les mutations de joueurs et des créances sur les mutations de joueurs qui ont pu augmenter ou réduire. Donc, pour vous donner une idée de ce que ça signifie au total, l'investissement en transfert, c'est un composite de tous ces éléments-là. On a également une mesure de la masse salariale. Alors la masse salariale, elle était très mal contrôlée à l'époque de JHE. Vous vous souvenez qu'on est arrivé à des époques où on avait pratiquement 100% de salaire
sur le total des recettes du club. On est revenu à un niveau beaucoup plus raisonnable dès l'année 2021-2022, en grande partie grâce à l'exonération de masse salariale, l'exonération de cotisations sociales dont on a bénéficié. Mais également, en 2022-2023, on s'attend à rester dans des niveaux qui sont tout à fait raisonnables, en grande partie, là, cette fois-ci, grâce à la Ligue des Champions et aux recettes qu'on devrait réaliser, qui devrait être un record cette année-là, même en dehors de l'accord CVC. Donc pour Pablo Longoria, mention très bien, 17 sur 20, excellente gestion. Jusqu'à présent, on n'a que des raisons d'être satisfait du travail qu'a fait Longoria avec l'argent qu'on lui a confié. Pour ce qui est du travail de Franck McCourt, on a également des indicateurs qui nous permettent d'évaluer cet investissement. Alors la masse salariale maîtrisée, ça nous permet de ne plus dépasser ces fameux objectifs de rémunération où il ne faut pas que les rémunérations dépassent 70% des recettes du club. Ça, c'est maîtrisé depuis Longoria, donc c'est un bon signe de bonne gestion pour McCourt également. On a un déficit qui est désormais sous contrôle et qui pourrait arriver à être nul l'année prochaine grâce à la Ligue des Champions. Donc on est plutôt satisfait de ce. Alors au niveau de l'investissement, on peut quand même être satisfait de Franck McCourt qui du coup a remis 60 millions d'euros sous forme de compte courant d'actionnaires au cours de l'année 2021-2022, qu'il a transformé en augmentation de capital donc tout récemment pour arriver à faire le coup d'accordéon dont on a parlé. Il a encore rajouté 20 millions d'euros de plus pour passer la DNCG sous forme de compte courant d'actionnaires bloqué. Ça fait 80 millions d'euros de plus que Franck McCourt a apporté, ce qui est pas mal du tout pour l'année 2021-2022. Alors on comprend que Franck McCourt souhaiterait ne rien remettre pour la saison 2022-2023, compte tenu du fait qu'on est en Ligue des Champions et qu'il a déjà bien investi pour nous permettre de passer la DNCG cette année. Donc il faudrait que cette équipe, elle arrive à nous maintenir à l'équilibre, je parle de l'équipe dirigeante, hein, qu'elle arrive à nous maintenir à l'équilibre économique, de telle façon à ce que Franck McCourt puisse espérer ne rien remettre en 2022-2023 et même les saisons suivantes, pour que l'équipe soit autosuffisante et qu'elle puisse investir régulièrement sur le marché des transferts sans dépendre d'un investissement extérieur de l'actionnaire. Alors au total, j'ai refait les calculs, hein, y compris le prix d'achat du club, etc. Les investissements total de Franck McCourt jusqu'à présent dans le club, il s'élève de l'ordre de 416-417 millions d'euros au 30 juin 2022. On verra pour la saison 2022-2023 s'il réinvestit. On espère tous qu'il remette beaucoup d'argent. C'est possible qu'il remette 80 millions d'euros et c'est vrai qu'on avait un peu espéré qu'il continuerait éternellement à les mettre. Mais peut-être qu'il s'arrêtera à 417 millions d'euros, ce qui est déjà une somme assez considérable à avoir investi dans le football ces dernières années. Alors au moment de faire le bulletin de notes de Franck McCourt, du coup, on évalue sa performance à 9 sur 20. Il y a une bonne raison pour ça, c'est avant tout, c'est qu'il a toujours un rattrapage à faire au niveau de l'épreuve de finance, puisque tous les ans, à l'OM, on attend de lui d'avoir beaucoup d'investissements et des résultats sur le mercato. Et pour l'instant, ce qu'on voit jusqu'au 8 juillet sur le mercato, c'est insuffisant à tous les égards. Donc on attend toujours Franck McCourt au rattrapage, et c'est pour ça que les rumeurs sur la vente OM dure toujours. Donc à Franck McCourt de faire taire ces rumeurs en remettant de l'argent comme tous les ans.